Ce soir, si vous levez les yeux vers la Lune, vous contemplez un astre qui est lentement en train de vous quitter. Chaque année, elle s'écarte de la Terre d'un peu moins de 4 cm, sans un bruit, sans que rien dans le ciel ne trahisse ce départ. C'est une distance infime, la largeur de 2 doigts posés côte à côte, la vitesse exacte à laquelle poussent vos ongles. Et pourtant ce glissement minuscule, répété sur des milliards d'années, raconte l'une des plus belles histoires que la science n'ait jamais reconstituées. Car la Lune paraît immobile, elle semble fixée au même point depuis toujours, montrant le même visage à toutes les générations humaines qui l'ont regardée avant vous. Cette permanence est une illusion. La Lune n'a jamais cessé de bouger, de dériver, de s'éloigner, depuis le jour lointain de sa naissance. Et nous le savons aujourd'hui avec une précision stupéfiante. Nous mesurons cette distance au millimètre près, en envoyant de la lumière rebondir sur sa surface. Mais l'éloignement n'est qu'une porte d'entrée. Derrière lui se cache une vérité plus profonde, presque dérangeante par sa simplicité. Cet astre silencieux, qui semble ne rien faire d'autre que tourner dans le noir, a façonné le monde sous vos pieds plus que tout autre objet du ciel. Il a allongé la durée de vos journées. Il a soulevé les océans et ralenti la rotation de la Terre, heure après heure, au fil des âges. Il a peut-être maintenu notre planète assez stable, assez calme, pour que la vie ait le temps de s'y épanouir. Et tout cela, il l'a accompli en s'éloignant. La distance entre la Terre et la Lune a grandi sans relâche depuis leur origine commune. Cette distance est le fil de notre récit. Nous allons la suivre dans les 2 directions du temps, vers un passé d'une violence inouïe et vers un futur presque inimaginable. Nous remonterons jusqu'à la collision titanesque qui a donné naissance à la Lune dans un fracas de roches en fusion. Nous traverserons les marées, le ralentissement du jour et le rôle discret de la Lune dans l'équilibre de notre climat. Et nous irons jusqu'à ce jour lointain où le ciel perdra ses éclipses totales, simplement parce que la Lune sera devenue trop distante. Tout au long de ce voyage, une seule chose ne cessera de grandir, lentement, irrésistiblement, l'écart entre nous et notre unique satellite naturel. La Lune est le seul autre monde que des êtres humains ont jamais foulé de leurs pieds. Le seul astre, en dehors de la Terre, qui porte encore la trace de nos pas. Et pourtant, ce compagnon si proche, si visité, reste un monde dont nous découvrons encore aujourd'hui les secrets les plus fondamentaux. Alors commençons par le plus étrange, par ce fait que presque personne ne remarque en regardant le ciel. La Lune s'en va, et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord apprendre à mesurer son départ. Pour savoir si la Lune s'éloigne, il a fallu cesser de simplement la regarder et commencer à la toucher avec de la lumière. En juillet 1969, les premiers humains à marcher sur la Lune y ont déposé un objet étrange et discret. Un panneau couvert de petits prismes de verre, conçu pour renvoyer toute lumière exactement dans la direction d'où elle vient. On appelle ces dispositifs des rétroréflecteurs. Les missions Apollo en ont installé plusieurs, et 2 engins soviétiques, les rovers Lunokhod, en ont laissé d'autres. Depuis, des observatoires sur Terre envoient régulièrement de brèves impulsions laser vers ces miroirs lointains. La lumière voyage jusqu'à la Lune, frappe les prismes et revient. Le trajet aller-retour dure un peu plus de 2 secondes et demie. En chronométrant ce voyage avec une extrême précision, on en déduit la distance avec une marge d'erreur de quelques millimètres seulement. Cette technique porte un nom sobre, presque administratif, la télémétrie laser lunaire. Et derrière ce terme se cache l'une des mesures les plus raffinées de toute l'astronomie.
Plusieurs observatoires y participent, dont l'un sur la Côte d'Azur, en France, qui vise patiemment la Lune depuis des décennies. Année après année, décennie après décennie, le verdict est tombé sans la moindre ambiguïté. La Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Le chiffre est désormais connu à mieux qu'un dixième de millimètre près. 3,8 cm. C'est dérisoire à l'échelle d'une vie humaine. Sur 80 ans d'existence, cela représente à peine plus de 3 mètres. Mais la Lune ne compte pas en années humaines, elle compte en milliards d'années. Et à cette échelle, les chiffres dérisoires deviennent des gouffres. Imaginez ce mouvement répété sans interruption depuis des temps immémoriaux. La distance qui s'accumule, centimètre après centimètre, depuis bien avant l'apparition de la vie. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas un modèle fragile, c'est une mesure directe, vérifiée chaque année par plusieurs équipes à travers le monde. La Lune, que vous voyez ce soir, est un peu plus loin que celle qu'ont vue vos grands-parents, et un peu plus proche que celle que verront vos descendants. Reste alors la vraie question, celle qui ouvre tout le reste de cette histoire. Pourquoi un astre se mettrait-il à fuir ainsi, lentement, la planète autour de laquelle il tourne? La réponse ne se trouve pas dans le ciel, elle se trouve dans nos océans. La force qui repousse la Lune est la même que celle qui soulève la mer 2 fois par jour. C'est la marée. La gravité de la Lune ne tire pas la Terre de manière uniforme. Elle attire plus fortement le côté qui lui fait face que le côté opposé. Cette différence d'attraction étire très légèrement notre planète. Elle crée 2 renflements, 2 bourrelets, l'un tourné vers la Lune, l'autre à l'opposé. Ces bourrelets se manifestent surtout dans les océans, plus mobiles que la roche. C'est ainsi que naissent les marées hautes et les marées basses. Le Soleil participe lui aussi à ce ballet pour environ 1/3 de l'effet. Quand il s'aligne avec la Lune, les marées deviennent fortes. C'est la vive eau. Mais voici le détail crucial, celui qui explique tout. La Terre tourne sur elle-même bien plus vite que la Lune ne fait le tour de la Terre. Notre planète accomplit une rotation complète en 24 heures. La Lune, elle, met plus de 27 jours à boucler son orbite. À cause de cette rotation rapide, le bourrelet de marée est entraîné vers l'avant. Il ne reste pas exactement sous la Lune, il prend de l'avance sur elle. Ce décalage est minuscule, mais ses conséquences sont immenses. Le bourrelet est une masse de matière, et cette masse possède sa propre attraction gravitationnelle. En se trouvant légèrement en avant, ce renflement tire la Lune vers l'avant de son orbite, comme une main invisible qui la pousserait dans le dos. Or, accélérer un objet sur son orbite ne le fait pas tourner plus vite, cela le propulse vers une orbite plus haute, plus lointaine. Voilà le secret de l'éloignement. À chaque instant, le bourrelet de marée donne à la Lune une infime poussée vers l'avant, et la Lune s'élève un peu plus. Mais rien ne se crée à partir de rien. Cette énergie que gagne la Lune, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Elle vient de la rotation de la Terre. En tirant la Lune vers l'avant, le bourrelet est lui-même retenu vers l'arrière. La Lune freine la Terre. Notre planète ralentit donc imperceptiblement sa rotation pendant que la Lune s'éloigne. C'est un échange, un transfert. La Terre cède du mouvement à la Lune. Les physiciens appellent cette grandeur le moment cinétique, et la règle est implacable. Ce que la Terre perd, la Lune le gagne. L'énergie n'est pas détruite, elle est déplacée. C'est une idée importante, car on imagine souvent à tort que la Lune perdrait de l'énergie en s'éloignant. C'est exactement l'inverse. La Lune monte précisément parce qu'on lui en donne, et la Terre
en échange, tourne un peu plus lentement à chaque siècle qui passe. Ce mécanisme n'a rien d'unique à notre couple. C'est une loi générale qui gouverne les marées partout dans le système solaire. Et il peut tout aussi bien rapprocher deux astres que les éloigner. Tout dépend de qui tourne le plus vite. Autour de Mars, un petit satellite nommé Phobos tourne plus vite que la planète ne pivote sur elle-même. Pour lui, le mécanisme s'inverse. Au lieu de s'éloigner, Phobos est lentement attiré vers Mars et finira un jour par s'y écraser ou se briser. La Lune, elle, a choisi l'autre voie, celle du départ. Et c'est cette voie qui a tout changé pour la Terre. Si la Lune s'éloigne aujourd'hui de 3,8 cm par an, une tentation apparaît aussitôt. Remonter le temps en sens inverse. Faisons le calcul naïf. En supposant ce rythme constant et en rembobinant l'histoire, la Lune aurait touché la Terre il y a environ 1,5 milliard d'années. Le problème, c'est que la Lune est bien plus ancienne que cela. Elle existe depuis plus de 4 milliards d'années. Nous tenons là un paradoxe apparent. Le calcul le plus simple donne un résultat manifestement faux. La Lune ne peut pas avoir frôlé la Terre si récemment. La solution est aussi élégante qu'instructive. Le taux d'éloignement n'a jamais été constant. Et le rythme actuel est, justement, anormalement rapide. L'efficacité des marées dépend de la forme des océans, de la position des continents, de la profondeur des mers. Tout cela change sans cesse. Aujourd'hui, par un hasard géographique, la disposition de nos océans est presque accordée au rythme des marées, comme une corde qui entre en résonance. Cet accord amplifie le freinage et accélère l'éloignement. Mais ce fut rarement le cas dans le passé. La plupart du temps, la Lune s'écartait bien plus lentement. Comment le savons-nous? Non pas en supposant, mais en lisant les archives de la Terre elle-même, gravées dans la pierre. Certaines roches très anciennes ont enregistré le rythme des marées, couche après couche, comme les anneaux d'un arbre conservent la mémoire des saisons. En comptant ces fines strates, les géologues peuvent reconstituer le nombre de jours que comptait une année à une époque donnée. Les coraux fossiles racontent la même histoire. Certains ont gravé dans leur squelette le nombre de jours de chaque année, comme un calendrier de pierre. En les étudiant, on a constaté qu'il y a environ 350 millions d'années, une année comptait près de 385 jours, chacun d'à peine 23 heures. Et les résultats sont vertigineux. Il y a 1,4 milliard d'années, une journée terrestre ne durait qu'à peine plus de 18 heures. La Terre tournait alors plus vite sur elle-même. Une année comptait non pas 365 jours, mais près de 500 jours plus courts. Plus on remonte le temps, plus le jour raccourcit. Il y a 600 millions d'années, au temps des premiers animaux, la journée durait environ 22 heures. Et tout au début, juste après sa formation, la Terre tournait si vite qu'un jour entier ne durait que 5 ou 6 heures. Imaginez ce monde primitif, un soleil qui se lève et se couche 4 fois plus souvent qu'aujourd'hui, des journées brèves et frénétiques, sous une lune énorme et toute proche. Il existe même un épisode étrange dans cette longue histoire. Pendant près d'1 milliard d'années, la durée du jour semble s'être figée autour de 19 heures. Une possibilité avancée par les chercheurs est que deux forces se sont alors équilibrées. Les marées de la Lune freinaient la Terre, mais les marées de l'atmosphère, chauffées par le Soleil, la relançaient. Pendant cette longue pause, le jour aurait cessé de s'allonger, suspendu dans un équilibre fragile, avant de reprendre lentement sa croissance. Voilà ce que cache l'éloignement de la Lune. Non pas une ligne droite, mais une histoire mouvementée, où le temps lui-même s'étire au rythme des océans.
Pour comprendre d'où vient la Lune, il faut remonter au tout début, à une époque où la Terre n'avait pas encore de compagne dans le ciel. Pendant longtemps, les scientifiques ont hésité entre plusieurs explications pour cette présence dans notre ciel. Certains pensaient que la Terre, en tournant très vite, avait expulsé un morceau d'elle-même qui serait devenu la Lune. D'autres imaginaient que la Lune, formée ailleurs, avait simplement été capturée au passage par la gravité terrestre. Mais aucune de ces idées ne résistait vraiment à l'examen. Aucune n'expliquait l'immense élan de rotation que se partagent aujourd'hui la Terre et la Lune. Il fallait une explication plus radicale, et elle est venue d'une image d'une rare violence. Il y a environ 4,5 milliards d'années, le système solaire était un endroit chaotique, encombré de corps rocheux qui se croisaient et se percutaient. La jeune Terre n'était alors qu'une planète en formation, parmi d'autres mondes en construction qui se disputaient le même espace. Et l'un de ces mondes était sur une trajectoire de collision. Les scientifiques l'ont baptisé Theia, du nom d'une déesse grecque, mère de la déesse de la Lune. Theia avait à peu près la taille de la planète Mars. Ce n'était pas un simple caillou, mais une protoplanète entière, avec son propre cœur de métal. Le scénario aujourd'hui le plus accepté est celui d'un impact géant. Theia aurait heurté la Terre primitive de plein fouet, dans l'une des collisions les plus violentes de notre histoire. L'énergie libérée fut colossale. Une partie des deux corps fut vaporisée. Du manteau terrestre et des débris de Theia furent projetés en orbite autour de la Terre. Pendant un temps, notre planète fut entourée d'un anneau de roche en fusion et de vapeur incandescente, un disque brûlant tournoyant dans le vide. C'est de ce disque que la Lune est née. La matière éjectée s'est rassemblée, agglomérée, refroidie, jusqu'à former un seul corps. Longtemps, on a imaginé que ce processus avait pris des siècles, peut-être des millénaires, le temps que les débris se condensent lentement. Mais des simulations récentes, parmi les plus puissantes jamais réalisées, suggèrent une histoire bien plus brutale et bien plus rapide. Selon ces modèles, la Lune aurait pu se former en quelques heures seulement, quelques heures pour qu'un satellite entier soit placé sur son orbite par la force de l'impact. Dans ces premiers temps, la Lune était proche, immense dans le ciel et brûlante. Sa surface entière n'était qu'un océan de roches en fusion. Cet océan de magma a lentement refroidi. En se solidifiant, les minéraux les plus lourds ont coulé vers l'intérieur, tandis que les plus légers remontaient en surface. Ces minéraux légers ont formé une croûte claire et brillante. Ce sont aujourd'hui les hautes terres lunaires, les régions pâles, que vous distinguez sans instrument depuis la Terre. La Lune avait pris forme, mais sa naissance avait laissé une énigme, un détail troublant que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer complètement. Cette énigme, c'est la ressemblance presque parfaite entre la Lune et la Terre. Une ressemblance qui, en principe, ne devrait pas exister. Quand les astronautes des missions Apollo ont rapporté leurs précieux échantillons de roches lunaires, ils ont rapporté avec eux un mystère. En analysant ces roches, les scientifiques s'attendaient à quelque chose de précis. Si la Lune est née surtout des débris de Theia, elle devrait porter la signature chimique de Theia. Chaque corps du système solaire possède en effet une sorte d'empreinte inscrite dans les proportions de ses atomes, dans ce que l'on appelle les isotopes. Mars a sa propre empreinte. Les astéroïdes ont la leur. Chaque monde, formé à un endroit différent, garde une trace chimique unique de ses origines. Or, la Lune n'a pas l'empreinte d'un monde étranger. Elle a presque exactement la même que la Terre. Pour certains éléments, les deux sont indiscernables.
C'est extrêmement déroutant. Les modèles de l'impact prévoient que la Lune devrait être faite en grande partie de Theia, un corps venu d'ailleurs. Elle devrait donc être différente de la Terre. Mais elle ne l'est pas. Elle est sa jumelle presque parfaite. Les physiciens appellent cela la crise isotopique. Comment deux corps issus d'une collision entre deux planètes distinctes peuvent-ils finir avec une composition aussi semblable? C'est l'une des grandes questions ouvertes de la planétologie. Plusieurs pistes existent et aucune ne fait encore l'unanimité. Une possibilité est que l'impact ait été si violent que tout s'est mélangé intimement. Selon cette idée, la Terre et Theia auraient été en partie vaporisées ensemble, fondues en un même nuage brûlant, avant que la Lune ne se condense à partir de ce mélange. Les chercheurs ont même proposé l'existence d'un objet étrange, une sorte de beignet géant de roches vaporisées, tournant si vite qu'il ne ressemblait plus à une planète. Dans cette structure, la matière de la Terre et celle de Theia auraient eu tout le temps de s'homogénéiser, expliquant pourquoi la Lune nous ressemble tant. Une autre possibilité, plus simple, serait que Theia se soit formée tout près de la Terre, dans la même région, à partir des mêmes matériaux. Dans ce cas, les deux corps auraient naturellement partagé la même empreinte dès le départ, et la ressemblance ne serait plus une véritable énigme. La vérité, c'est que nous ne savons pas encore trancher. Le scénario de l'impact géant explique remarquablement bien la plupart des observations. Mais cette ressemblance entre les jumelles reste son point faible, le détail qui résiste, le grain de sable dans une mécanique par ailleurs élégante. C'est peut-être cela, la science dans ce qu'elle a de plus honnête, un modèle puissant, largement accepté, et qui assume pourtant ce qu'il ne parvient pas encore à éclairer. Revenons maintenant à la grande promesse de cette histoire. L'idée que cet astre silencieux aurait rendu la Terre habitable. Pour comprendre ce rôle, il faut s'intéresser à un détail invisible, mais essentiel, l'inclinaison de la Terre. Notre planète ne tourne pas bien droite sur son orbite. Son axe est penché d'environ 23 degrés par rapport à sa trajectoire autour du Soleil. Cette inclinaison est la cause des saisons. C'est elle qui fait que l'été et l'hiver se succèdent, que la lumière du Soleil frappe tantôt un hémisphère, tantôt l'autre. Or, cette inclinaison n'est pas garantie d'avance. En principe, l'axe d'une planète peut osciller, basculer, dériver au fil de millions d'années, sous l'influence des autres planètes. Et c'est ici que la Lune entre en scène. Par sa masse imposante, elle agit comme un stabilisateur, un contrepoids qui maintient l'axe terrestre presque fixe. Des travaux célèbres, menés notamment par des astronomes français, ont montré l'ampleur de ce rôle. Sans la Lune, l'inclinaison de la Terre pourrait varier énormément. Selon ces calculs, l'axe de notre planète pourrait alors osciller de façon chaotique, parfois presque couché sur son orbite, parfois redressé, sur de longues échelles de temps. Pour mesurer ce que cela signifie, il suffit de regarder notre voisine Mars. Mars ne possède pas de grosse lune pour la stabiliser. Et de fait, l'inclinaison de Mars a basculé de façon spectaculaire au cours de son histoire, entraînant des bouleversements climatiques majeurs sur la planète rouge. Au gré de ces basculements, Mars a vu ses calottes de glace migrer, son atmosphère se redistribuer, son climat passer d'un extrême à l'autre, sans personne pour le stabiliser. Sur Terre, rien de tel. Grâce à la Lune, notre inclinaison ne varie que de 1 à 2 degrés autour de sa valeur moyenne. Le climat terrestre reste ainsi relativement stable sur le très long terme, à l'abri des grands basculements qui auraient pu tout bouleverser. Voilà pourquoi on a longtemps présenté la Lune comme la gardienne de notre habitabilité.
Sans elle, disait-on, la Terre aurait connu des chaos climatiques incompatibles avec une vie complexe. Mais la science avance et elle apprend aussi à nuancer ses propres récits. Des études plus récentes invitent à la prudence sur ce point. Avec des calculs plus fins et plus puissants, certains chercheurs estiment qu'une Terre sans Lune ne basculerait pas forcément dans le chaos absolu. Son axe varierait davantage qu'aujourd'hui sans doute, mais peut-être de quelques degrés supplémentaires seulement, et non dans un effondrement total de toute stabilité. Une Terre sans Lune serait alors un monde différent, au climat plus capricieux, mais elle ne serait pas nécessairement stérile et invivable. La formule la plus juste est donc nuancée. La Lune n'est pas un interrupteur qui déciderait seul si la vie est possible ou non. Elle est plutôt un amortisseur. Elle adoucit les variations, elle calme les oscillations, elle offre à notre monde une stabilité supplémentaire précieuse, mais pas absolument indispensable. Cette nuance ne diminue en rien la beauté de l'histoire. Elle la rend simplement plus honnête. La Lune a accompagné l'habitabilité de la Terre, sans en être l'unique condition. Au-delà de l'axe et du climat, l'influence de la Lune se lie dans quelque chose de plus quotidien, de plus charnel, le rythme du vivant. Les marées qu'elle soulève ne sont pas qu'un spectacle pour les promeneurs du bord de mer, elles structurent des écosystèmes entiers. 2 fois par jour, l'océan avance et recule, découvrant puis recouvrant d'immenses bandes de rivages. Cette zone mouvante est l'une des plus riches de la planète. Des milliers d'espèces y ont accordé leur existence au va-et-vient de l'eau, calant leur nourriture, leur reproduction et leur survie sur le rythme imposé par la Lune. Certaines créatures marines synchronisent même leur reproduction avec les phases lunaires. Des récifs de corail entiers libèrent leurs cellules reproductrices en une seule nuit, guidés par la lumière de la pleine Lune. Le va-et-vient des marées brasse aussi les eaux, mêle les nutriments, oxygène les zones côtières. Il participe à l'équilibre profond de la vie aquatique. Mais l'effet le plus discret de la Lune sur le vivant est peut-être ailleurs. Il se cache dans la longueur même de nos journées. Souvenez-vous, la Lune ralentit la rotation de la Terre. Elle a fait passer la durée du jour de quelques heures à 24 heures. Un jour plus long signifie un monde plus calme. Une planète qui tournerait en 5 ou 6 heures connaîtrait des vents bien plus violents, des tempêtes presque permanentes. En freinant la Terre au fil des milliards d'années, la Lune a contribué à adoucir cette rotation, à apaiser l'atmosphère, à rendre notre monde plus tempéré. Il existe enfin une hypothèse plus audacieuse qu'il faut présenter avec prudence, car elle reste débattue et non démontrée. Dans les premiers temps de la vie, la Lune était bien plus proche, et les marées bien plus puissantes, balayant régulièrement de vastes étendues de rivages. Certains chercheurs ont imaginé que ces marées géantes auraient pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie, ou dans la lente sortie des organismes hors de l'eau. Ce serait une pensée magnifique, une vie poussée vers la terre ferme par le souffle régulier d'une lune toute proche. Mais il faut être clair, cette idée demeure une hypothèse séduisante, sans preuve solide. La science la garde en réserve, sans la confirmer ni l'écarter. Ce que nous savons avec certitude est plus modeste, et tout aussi beau. Le rythme de la mer, la longueur du jour, la douceur du climat portent tous l'empreinte discrète de la Lune. Il est temps de s'approcher de la Lune elle-même, de quitter son influence pour contempler sa surface. Et là, une première étrangeté nous attend. La Lune nous montre toujours le même visage. Quelle que soit la saison, le siècle ou le lieu d'où vous l'observez, vous voyez la même face. On en déduit parfois, à tort, que la Lune ne tournerait pas sur elle-même. C'est une idée fausse,
et la vérité est plus subtile. La Lune tourne bel et bien sur elle-même. Simplement, elle met exactement le même temps à faire un tour sur son axe qu'à faire le tour de la Terre. Cette coïncidence n'en est pas vraiment une. C'est là encore l'effet des marées. Au fil du temps, l'attraction de la Terre a freiné la rotation de la Lune jusqu'à la verrouiller. On appelle cela la rotation synchrone. La Lune est en quelque sorte figée face à nous, comme un danseur qui tournerait autour de son partenaire en le regardant sans cesse. Et pourtant, nous en voyons un peu plus que la moitié. La Lune oscille légèrement, elle dodeline de la tête au fil de son orbite. Ce balancement, que les astronomes appellent la libration, nous en dévoile au total près de 60%. Mais le centre véritable de la face cachée, lui, restait inaccessible au regard. Ce territoire interdit est resté un pur mystère pendant presque toute l'histoire humaine, jusqu'à une date étonnamment récente. Ce n'est qu'en 1959 qu'une sonde soviétique a contourné la Lune et nous a renvoyé les toutes premières images de sa face cachée. La surprise fut totale. La face cachée ne ressemble pas du tout à celle que nous connaissons. Elle est différente, presque méconnaissable. La face que nous voyons est parsemée de vastes plaines sombres, ces grandes taches que l'on appelle les mers lunaires, bien qu'il n'y ait jamais eu d'eau. Ces plaines sont d'anciennes coulées de lave, figées il y a des milliards d'années. Elles couvrent près d'un tiers de la face visible. Mais sur la face cachée, ces mers sombres ont presque entièrement disparu. Elles ne couvrent qu'environ 2% de sa surface. La face cachée est un paysage tourmenté, plus clair, criblé de cratères, dominé par les hautes terres anciennes. Deux visages pour un même astre. La cause de cette asymétrie n'est pas encore pleinement comprise. On sait que la croûte est bien plus épaisse du côté caché que du côté visible. Cette croûte épaisse aurait empêché la lave de remonter et de s'épancher en surface, là où sur la face visible, elle a pu former de larges mers sombres. Pendant longtemps, ces hypothèses reposaient surtout sur des observations menées à distance. Mais cela vient de changer grâce à une prouesse technique récente. En 2024, une mission chinoise a réussi ce que personne n'avait jamais fait, se poser sur la face cachée et en rapporter des échantillons jusque sur Terre. Ces fragments venus de l'autre côté de la Lune sont désormais étudiés dans nos laboratoires. Ils commencent à livrer leurs secrets sur cette face longtemps invisible. Les premiers résultats indiquent que le côté caché a connu une activité volcanique étonnamment ancienne et différente, confirmant que les deux visages de la Lune ont vécu des histoires distinctes. Deux faces, deux mondes, sur un seul et même astre, mais ce n'est là que la surface. Pour saisir ce qu'est vraiment la Lune, il faut maintenant descendre sous sa peau grise. Vue de loin, la Lune ressemble à un monde mort, une boule de roche grise, immobile, sans atmosphère, sans vie, sans mouvement. La réalité est plus nuancée. À sa surface, les écarts sont brutaux. En plein jour, le sol peut dépasser 100 degrés. La nuit venue, il plonge sous moins de 150 degrés. Sans atmosphère pour retenir la chaleur, la Lune passe de la fournaise au gel glacial au fil de ces très longues journées. Commençons par le cœur. Au centre de la Lune se trouve un petit noyau de fer, bien plus modeste que celui de la Terre. Ce noyau ne représente qu'environ 1/5 du rayon de la Lune, alors que celui des planètes rocheuses en occupe souvent la moitié. Une partie de ce noyau est encore liquide aujourd'hui, vestige tiède d'une chaleur ancienne, lentement dissipée au fil des milliards d'années. Autour, un vaste manteau de roches, puis la croûte que nous voyons. La Lune n'est donc pas une simple pierre uniforme, mais un monde structuré en couches.
Il fut une époque où la Lune possédait sans doute un champ magnétique, engendré par les mouvements de son noyau, comme la Terre en possède un aujourd'hui. Ce champ a depuis longtemps disparu, mais certaines roches lunaires en gardent la mémoire, aimantées par un magnétisme ancien, témoin d'une dynamo aujourd'hui éteinte. L'histoire exacte de ce magnétisme fait l'objet d'un vif débat scientifique. Les équipes ne s'accordent ni sur la durée, ni sur la puissance de cet ancien champ. Certaines analyses, notamment d'échantillons chinois récents, suggèrent un magnétisme persistant et même un sursaut tardif. D'autres équipes pensent au contraire qu'il fut bref et faible. Le débat reste ouvert et c'est bien normal. Lire l'histoire magnétique d'un astre à partir de quelques cailloux vieux de milliards d'années est un défi immense. Mais l'idée d'une lune totalement morte est, elle, clairement fausse. Notre satellite connaît encore des soubresauts. Des instruments laissés par les missions Apollo ont enregistré de véritables séismes lunaires. La Lune tremble, parfois assez fort pour être ressentie en surface. Ces tremblements sont d'une nature étrange. Certains, profonds, suivent le rythme des marées déclenchées par l'attraction de la Terre sur les entrailles de la Lune. D'autres, plus superficiels, peuvent durer de longues minutes, car la roche sèche et fracturée de la Lune continue de vibrer bien plus longtemps que celle de la Terre. L'une des causes est surprenante. La Lune est en train de rétrécir. En refroidissant lentement, son intérieur se contracte et sa surface se ride comme un fruit qui sèche. Ce rétrécissement plisse la croûte et forme de longues failles, de petits escarpements qui sillonnent le paysage. Le long de ces failles, la Lune tremble encore. Or, certaines de ces failles actives se trouvent près du pôle sud lunaire, précisément la région que les futures missions habitées veulent explorer. Et puis il y a l'eau. Longtemps, on a cru la Lune parfaitement sèche, un désert sans la moindre trace d'humidité. Cette certitude s'est effondrée. Des sondes ont détecté de l'eau un peu partout à sa surface, en quantité minuscule, piégée dans le sol. Un télescope embarqué à bord d'un avion a même confirmé la présence de molécules d'eau jusque dans des régions éclairées par le soleil. Mais c'est au pôle que se cache le véritable trésor. Au fond de certains cratères, le soleil ne se lève jamais. L'obscurité y est éternelle et le froid extrême. Dans ces pièges glacés, parmi les endroits les plus froids de tout le système solaire, de la glace d'eau s'est accumulée depuis des temps immémoriaux. Une réserve précieuse et l'une des raisons profondes pour lesquelles l'humanité veut aujourd'hui retourner sur la Lune. L'aventure de l'exploration lunaire a commencé dans le fracas d'une rivalité entre deux puissances, il y a plus d'un demi-siècle. Entre 1969 et 1972, 12 hommes ont marché sur la Lune lors des missions Apollo. Ils en ont rapporté près de 400 kilos de roches et ils y ont laissé des instruments dont certains nous parlent encore aujourd'hui. Car ces fameux miroirs, posés sur le sol lunaire, continuent de renvoyer fidèlement la lumière des lasers terrestres, plus d'un demi-siècle après. C'est grâce à eux que nous mesurons, aujourd'hui encore, l'éloignement de la Lune. Le passé et le présent de l'exploration se rejoignent dans ce rayon de lumière. Puis, pendant des décennies, l'être humain n'est plus retourné sur la Lune. Elle est restée silencieuse, visitée seulement par quelques sondes automatiques. Mais notre époque assiste à un réveil spectaculaire. La Lune est redevenue une destination et la course a repris avec de nouveaux acteurs. La Chine est devenue une puissance lunaire majeure. Ses missions se sont posées sur la face cachée et ont rapporté des échantillons des deux faces de la Lune. En 2023, l'Inde a réussi un exploit en posant un engin
près du pôle sud lunaire, une région encore presque inexplorée. Sur place, son petit rover a analysé le sol et confirmé la présence de soufre et de plusieurs métaux, enrichissant notre connaissance de ces terres polaires. Des entreprises privées se sont elles aussi lancées dans l'aventure, faisant à l'unir leurs propres sondes avec des succès et quelques échecs retentissants. Et les grandes agences spatiales préparent le retour des humains. Un nouveau programme vise à ramener des astronautes sur la Lune et cette fois, à y demeurer. Au printemps 2026, un équipage a déjà fait le voyage. Pour la première fois depuis l'époque d'Apollo, des humains ont contourné la Lune et sont revenus sains et saufs. Ils ne se sont pas posés. Leur mission était de faire le tour de la Lune, de tester le vaisseau et d'ouvrir la voie à un futur alunissage. L'objectif des prochaines années est d'y faire à nouveau marcher des astronautes, en visant cette fois le pôle sud et ses précieux gisements de glace. Ce pôle sud est un lieu singulier. Sur certains sommets, le soleil ne se couche presque jamais, offrant une lumière quasi continue pour alimenter une base en énergie. Et à quelques pas de là, au fond de cratères que la lumière n'atteint jamais, dort la glace, à l'abri depuis des milliards d'années. Cette glace pourrait fournir de l'eau à boire, de l'oxygène à respirer, et même du carburant fabriqué sur place, faisant de la Lune un tremplin vers le reste du système solaire. Mais la prudence reste de mise. Nous l'avons vu, le pôle sud est aussi une région où la Lune tremble encore, traversée de failles actives. S'installer durablement sur un autre monde ne sera pas simple. La Lune, ce voisin si familier, reste un territoire exigeant et largement inconnu. Pourtant, à mesure que nous nous en approchons à nouveau, une vérité demeure, suspendue au-dessus de toute cette agitation humaine. Et pendant que nous rêvons d'y retourner et d'y bâtir des bases, la Lune, elle, continue tranquillement de s'éloigner de nous. Il existe dans notre ciel une coïncidence si parfaite qu'elle en semble presque arrangée. Et c'est l'éloignement de la Lune qui en scelle le destin. Levez les yeux vers le soleil, puis vers la Lune. À première vue, ils paraissent avoir exactement la même taille dans le ciel. C'est une illusion fondée sur un équilibre stupéfiant. Le soleil est environ 400 fois plus large que la Lune. Mais il se trouve aussi environ 400 fois plus loin. Ces deux nombres s'annulent presque parfaitement, et les deux astres nous apparaissent de taille égale. C'est cette coïncidence qui rend possible les éclipses totales de soleil. La Lune, en passant devant le soleil, parvient à le masquer tout juste entièrement. Lors d'une éclipse totale, le disque lunaire recouvre exactement le disque solaire, dévoilant la couronne, cette atmosphère nacrée que l'on ne voit jamais autrement. C'est l'un des plus beaux spectacles que la nature offre depuis la Terre, et il repose entièrement sur la distance actuelle qui nous sépare de la Lune. Il existe aussi l'éclipse inverse, lorsque c'est la Terre qui se glisse entre le Soleil et la Lune, plongeant cette dernière dans son ombre. La Lune ne disparaît pas pour autant. Elle se teinte d'un rouge sombre et cuivré, éclairée par la lumière de tous les couchers de soleil de la Terre réunis. Cette lueur rouge, c'est notre atmosphère qui la lui offre, filtrant et courbant la lumière du soleil jusque sur sa surface grise. Mais souvenez-vous du fil de notre histoire. Cette distance ne cesse de grandir. La Lune s'éloigne, lentement, irrémédiablement. Or, plus la Lune s'éloigne, plus elle paraît petite dans notre ciel. Son disque rétrécit, imperceptiblement, de siècle en siècle. Il arrive d'ailleurs déjà que la Lune soit trop loin pour couvrir entièrement le Soleil. Près du point le plus éloigné de son orbite, elle laisse paraître un anneau de lumière,
On appelle ces éclipses des éclipses annulaires. Un mince cercle de feu solaire entoure alors le disque noir de la Lune, trop petit pour le masquer complètement. Et ce phénomène ne fera que s'accentuer. Un jour viendra où la Lune sera devenue si distante qu'elle ne pourra plus jamais cacher entièrement le Soleil. Ce jour est lointain, à l'échelle de centaines de millions d'années. Mais il viendra. Les éclipses totales finiront par disparaître du ciel terrestre. Les êtres qui vivront alors, s'il en existe, ne connaîtront plus jamais ce moment où le jour s'éteint en plein midi. Nous vivons donc à une époque privilégiée, une fenêtre dans le temps où la Lune est juste à la bonne distance pour éclipser parfaitement le Soleil. Nos ancêtres lointains ont vu une Lune trop proche qui débordait le Soleil. Nos descendants verront une Lune trop lointaine qui ne le couvrira plus. Nous sommes là, au bon moment, témoins d'un alignement aussi parfait que passager, offert à notre seul et bref instant cosmique. Au terme de ce voyage, la Lune n'est plus tout à fait la même. Ce disque pâle et familier a révélé une histoire d'une profondeur insoupçonnée. Tout est parti d'un constat presque dérisoire. La Lune s'éloigne de 3,8 cm par an, et derrière ce glissement infime, nous avons trouvé une collision titanesque, un océan de roches en fusion et la lente sculpture du temps lui-même. Nous avons vu la Lune freiner la Terre, étirer nos journées de quelques heures à 24 heures, soulever les océans et rythmer le vivant. Nous avons vu son rôle d'amortisseur, calmant les oscillations de notre axe, sans pour autant détenir seul la clé de notre habitabilité. Et nous avons appris à rester honnêtes, à distinguer ce que nous savons de ce que nous supposons encore, sans combler les silences par de fausses certitudes. La ressemblance des jumelles, l'histoire de son magnétisme, le rôle des marées dans l'origine de la vie, autant de questions encore ouvertes. Car la Lune n'a pas livré tous ses secrets. Elle reste un monde que nous commençons à peine à explorer pour de bon. Mais peut-être que sa plus belle leçon est ailleurs, dans ce simple fait que rien dans le ciel n'est véritablement immobile ou éternel. La Lune que vous regardez ce soir est en train de partir. Elle l'a toujours été. Ce départ a façonné notre monde, et il continue à chaque instant. Il est si lent qu'aucune vie humaine ne pourra jamais le percevoir directement. À notre échelle, la Lune semblera toujours fidèle, accrochée au même point du ciel. Et pourtant, sur le très long terme, elle s'écarte, patiemment, comme un compagnon qui prendrait congé sur des millions d'années. Un jour très lointain, elle sera trop loin pour éclipser le Soleil. Et bien avant cela, c'est le Soleil lui-même qui transformera notre planète, mettant fin à cette lente danse. Le verrouillage parfait que les marées semblent promettre n'aura donc sans doute jamais lieu. L'histoire de la Terre s'achèvera avant son terme théorique. Mais ce soir, rien de tout cela n'est encore arrivé. Ce soir, la Lune est là, à la bonne distance, dans un équilibre que nous avons la chance de contempler. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers elle, souvenez-vous, vous regardez un astre silencieux qui a rendu votre monde plus stable et plus doux. Un astre qui s'éloigne sans bruit, un peu plus chaque année, et qui restera pourtant pour toutes les nuits de votre vie le visage le plus fidèle du ciel.